Donc l'érector spinae ou SP bloc. Hein, est-ce qu'il y a une place en chirurgie mammaire? Alors c'est quoi le SP? Le SP, c'est une injection d'un anesthésique local juste en postérieur d'une apophyse transverse. Voilà, à ce niveau-là. Hein. Et donc il y a l'anesthésique local qui va bloquer toute la partie du ramus postérieur, donc des rameaux postérieurs, hein, et qui va également diffuser vers la partie antérieure et bloquer la partie antérieure là, pour finalement faire une sorte de paravertébral-like. C'est un peu le nom qui ressort de temps en temps. Alors pourquoi est-ce que ça diffuse de façon antérieure? Ça diffuse de façon antérieure parce que, comme on le voit ici, le ligament costo-transverse, hein, ce n'est pas une barrière fixe, c'est vraiment quelque chose de perméable. Vous voyez ici avec tous les trous qu'il y a, c'est plusieurs ligaments qui sont enchevêtrés l'un dans l'autre et qui permettent à l'anesthésique locale de diffuser. Et on le voit ici sur ce papier-là d'Iona Costa chez l'équipe d'Ottawa, qui elle a injecté un anesthésique local ou du produit de contraste, du colorant sur cadavre, ici juste avant le ligament costo-vertébral. Et donc, elle a vu une diffusion au travers du ligament costo-vertébral. Alors, il y a eu un nom à ce bloc-là, moi c'est ce que j'appelais un paravertébral raté au départ. Mais l'intérêt de ce papier-là, c'est vraiment de montrer que, on le voit ici sur du cadavre, que le produit de contraste traverse le ligament costo-vertébral et va aller dans les espaces paravertébraux. Hein. Donc, sur l'érector spinae, on a une diffusion, donc certes postérieure, mais antérieure également. Hein. Deux façons de mettre sa sonde. On peut la mettre de façon transversale, on va la voir. Hein. Donc là, une façon un peu plus académique, un peu plus habituelle, si on fait du paravertébral dans ce sens-là. Hein. Et donc là, le SP, ça va être une injection vraiment à ce niveau-là. Et on va chercher un refoulement postérieur des muscles érecteurs du rachis. Hein. On le voit ici donc sur cette coupe qui est quand même beaucoup plus académique avec le processus épineux, la lame, l'apophyse transverse ici, hein, et donc l'aiguille qui arrive ici, et donc l'anesthésique locale qui va refouler les muscles érecteurs du rachis en arrière. La description initiale avait été faite de façon plus donc sagittale, parasagittale sur les apophyses transverses. Hein, c'est Forero et l'équipe de Toronto de Kijing qui l'avaient décrit comme ceci. Donc là, c'est quand même beaucoup plus facile de mettre un cathéter en place puisqu'il va aller vers le haut et vers le bas. Et donc on voit l'apophyse transverse ici. Différents muscles parce qu'on se situe là en T5, donc l'érecteur du rachis, le rhomboïde, qui est un petit muscle situé entre l'omoplate et puis la colonne vertébrale, qui s'arrête en T5 habituellement, et le trapèze au-dessus. Voilà. Et donc la plèvre ici, et donc on se situe beaucoup plus à distance des structures nobles. Sur pièces cadavériques, quand on met du produit de contraste, quand on met du colorant, on voit, alors là ils ont mis du colorant et ils ont refoulé, ils ont découpé les érecteurs du rachis, et on voit que le produit, le colorant, a traversé ici le foramen intervertébral pour aller se situer dans l'espace paravertébral. Le volume est extrêmement important. Là, c'est sur du cochon. Hein, on voit ici une comparaison entre un volume de 10 ml et un volume de 30 ml. Et on voit que l'effet volume est extrêmement important et ça permet une diffusion antérieure. Sans un effet volume, on n'aura pas cette diffusion antérieure. On le voit sur ce papier-là, hein, c'est pareil, c'est sur du cadavre avec différentes injections, avec une diffusion en latéral et haut et bas de l'anesthésique locale, qui montre vraiment une diffusion très vaste et un peu sur tous les étages thoraciques. Hein. On peut même le faire au niveau lombaire, mais en tout cas on parle de sein ici. Voilà un des premiers papiers qui avait été publié qui montrait les différentes zones d'hypoesthésie sur une injection de 20 cc d'anesthésique locale en T3. Et on voit ici vraiment les différentes zones d'hypoesthésie dont avait le patient. Alors, juste pour mémoire, c'est un bloc qui est issu de la douleur chronique au départ. C'est vraiment un bloc qui a été développé en douleur chronique et qui a été ramené en douleur aiguë. Donc, quelle est la place en chirurgie mammaire de ce bloc-là? Alors, on voit qu'avec une diffusion comme ça de ce bloc, vraiment, il intéresse la zone dont on parle aujourd'hui. Parfois, on n'a pas forcément une aussi belle diffusion, on n'est pas forcément aussi bien que ça. C'est vrai qu'il y a un biais de publication où on publie toujours les papiers qui sont les meilleurs, hein, ça c'est évident. Parfois, il faut savoir que ce bloc-là marche un peu moins bien que le paravertébral. Ça c'est sûr, mais parfois au prix d'absence de complications parce qu'il est à distance de structure noble. Alors à Fleury, des cas cliniques. Alors vous voyez des cas cliniques, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu extrêmement
sur tous les niveaux. Alors sur le sein, là, il y en a eu là, il y en a eu là, il y en a eu là. En portugais, je ne parle pas portugais, mais vous voyez ici, hein, c'est facile à comprendre. Encore un érector spinae sur la mastectomie de radicale. Hein. Ici, encore un autre. Voilà, donc il y en a partout. Sur la reconstruction également. Donc des cas cliniques ont fleuri. Il y a eu pas mal de cas cliniques. Tout le monde a publié ces cas cliniques. Et finalement, on a eu besoin de ces randomisations, hein, pour voir un petit peu. Et donc sur ce papier-là, qui est le premier papier randomisé sur la mastectomie totale, il n'y avait pas de différence significative entre le groupe ESP et le groupe contrôle sur les scores de douleur, mais par contre, il y a moins de consommation morphinique en post-opératoire dans le groupe ESP. Donc, il semble y avoir vraiment un intérêt à ce bloc-là. C'est vraiment intéressant. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire finalement, hein? Il faut peut-être utiliser ce bloc-là quand il y a des problèmes, hein, quand il y a un problème qui ne marche pas comme on voudrait, hein, quand vous n'avez pas d'expérience sur ces blocs-là, hein, quand vous n'avez pas assez d'expérience. Donc là, vous pouvez utiliser l'ESP. Hein. Si le patient a des antécédents médicaux particuliers, hein, comme je vous disais tout à l'heure, hein, moi ça m'arrive de temps en temps d'être en paravertébral, de ne pas voir bien les choses, et puis finalement d'aller piquer en érecteur du rachis. Bien sûr en recherche clinique, parce que ça nous ouvre un pan de la recherche clinique qui est énorme. Hein. Et puis je pense, hein, c'est vraiment ma dernière ligne, que c'est trop tôt pour le faire de façon courante, de façon quotidienne au bloc opératoire. Les autres blocs dont on vous a parlé restent à peu près les gold standards dans la chirurgie dont on vous a parlé. Là, c'est un peu trop tôt pour l'utiliser de façon routinière.